Bonjour Olivier. Bonjour Romain, bonjour à tous. Voilà, je vais te donner les pouvoirs pour partager ton écran si tu le souhaites. Parfait, merci Romain. Et je cherche Adrien dans la liste que je ne vois pas pour l'instant. Mais, euh, très bien. Est-ce que Olivier, tu avais prévu de commencer? Oui, je vais prendre la parole le temps que Adrien nous rejoigne. Donc bonjour à tous et merci, merci beaucoup Est-ce que vous voyez bien mon écran, hein, Romain? C'est bon? Nous sommes Oui, bons? Ok, on parfait. t'entend et on te voit. Ok, c'est parfait. Donc merci à tous, merci à Fringy Street, merci à Romain pour l'organisation de cet événement. Donc nous allons aujourd'hui vous parler toujours de patrimoine et de fiscalité, toujours en tenant compte de la problématique de nos frontières franco-américaines, à savoir qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse en fonction de notre situation dans ce cadre-là. Donc, nous allons être deux intervenants. Adrien Hérault, qui lui est responsable du développement chez USA France et qui est associé du cabinet USA France, et moi-même qui suis expert comptable français, diplômé français, et CPA américain également, associé et directeur de la branche Multifamily Office et Business Service du cabinet USA France. Donc, nous allons être aujourd'hui amenés à vous parler de différents sujets, bien évidemment, hein. Sachez que chez USA France Financial, nous sommes un cabinet de patrimoine, de gestion de patrimoine pour spécialisé pour l'organisation fiscale et patrimoniale de Franco-Américains, hein, vivant aux États-Unis ou ayant pour intention à terme de retourner aux États-Unis. Donc, nous allons être là pour vous organiser, pour préparer votre patrimoine et le futur également de votre famille et de vos enfants, tout en tenant compte des spécificités à la fois financières et fiscales auxquelles vous êtes confrontés. Donc, nous sommes 5 associés dans le cabinet avec une vingtaine de collaborateurs, avec plusieurs bureaux aux États-Unis. Et bien évidemment, nous serons à la fin du webinaire, hein, vous aurez accès à nos coordonnées, donc nous serons à votre disposition pour organiser des rendez-vous avec Adrien et moi-même en fonction de nos disponibilités, bien sûr. Donc aujourd'hui, quand on parle on va commencer à parler justement de fiscalité, hein. Donc moi, je vais intervenir pour ma part tout d'abord, puis après Adrien prendra la suite. N'hésitez pas à garder vos questions, à les inscrire dans le chat et nous y répondrons à la fin. On fera une séance de questions-réponses. Notre présentation durera à peu près une quarantaine, 45 minutes. Et par la suite, on fera une séquence de questions-réponses en espérant de pouvoir répondre au maximum de questions. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure. On y répondra à la fin. Donc, Et je quand on parle de rappelle, fils, et je rappelle à tout le monde que ce webinaire est enregistré, qu'il sera rediffusé sur le Funstrict. Donc, si vous deviez partir en cours, il n'y a aucun problème, vous pouvez le revoir dans quelques jours. ok. Merci beaucoup, Romain, pour la précision. Donc, quand on parle de fiscalité, il faut commencer bien évidemment au point de départ, hein, c'est la notion de résidence fiscale. On en a parlé il y a 2 semaines, hein, pour certains d'entre vous. Donc, moi, mon but aujourd'hui, ça va être de vous reparler de certaines choses, mais mettre l'accent sur d'autres choses qui me paraissent encore plus importantes en fonction de certaines spécificités que nous avons entre la France et les États-Unis en termes de fiscalité. Donc, je vous l'avais évoqué il y a 2 semaines, hein, notion de résidence fiscale quand on est aux États-Unis, deux notions à connaître, hein. Une notion qui est lié à son passeport et au fait que nous n'ayons ou pas une carte verte, et une autre notion qui est une notion qui est purement de présence physique, peu importe son statut de visa, hein, à l'exception si on a un statut bien évidemment diplomatique ou d'organisation internationale ou d'étudiant, de stagiaire. Dans tous les autres cas de figure, qu'on ait un visa, qu'on vienne en visa ou pas, on va regarder la présence physique pour savoir si nous sommes résidents fiscaux américains. Ça veut dire qu'une personne qui en moyenne passe 4 mois par an aux États-Unis sur le sol américain, même si elle vient en visa touriste, hein, j'insiste bien, hein, même si elle fait des allers-retours, si en fin d'année, on rajoute, en rajoutant la fameuse règle un tiers du nombre de jours au cours de l'année 2024, un sixième du nombre de jours au cours de l'année 2023 et bien évidemment la totalité du nombre de jours au cours de l'année de référence, si on dépasse 183 jours, nous sommes résidents fiscaux américains. Donc c'est comme si on était américain, entre guillemets. On est redevable, on en parlera après, de payer sur ses revenus, ses impôts sur ses revenus mondiaux. Faites bien attention à cette notion-là parce que beaucoup de gens pensent que, ayant titulaire d'un visa de ce qu'on appelle le non-immigrant, nous ne sommes pas résidents fiscaux américains. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où on va dépasser ce critère de présence physique, nous serons résidents fiscaux américains. Donc, certaines personnes, notamment ce qu'on appelle ici, moi je suis basé à Miami, ce qu'on appelle les snowbirds, hein, les Canadiens qui viennent ici. Hein, l'hiver est long au Canada. En moyenne, ils passent plus de 4 mois par an, puisque l'hiver est plus long et plus de 4 mois par an au Canada.
Ces gens-là, sans le savoir, au bout de 3 ans, en faisant la règle mathématique, ils sont résidents fiscaux américains. Donc, bien faire attention à cela. On a des conventions fiscales qui vont nous permettre d'éviter les doubles résidences fiscales, mais il faut bien avoir notion de cette notion-là. Donc, ça veut dire quoi d'être résident fiscal américain? Ça veut dire que je vais être redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux. Tous les revenus que je vais générer, peu importe d'où ils proviennent, si je suis résident fiscal américain, j'insiste bien, hein, même si je viens en vacances, en moyenne, si je suis retraité, je passe un peu plus de 4 mois par an aux États-Unis, je suis censé faire une déclaration de résident et être imposé sur mes revenus mondiaux. Les conventions fiscales vont me permettre d'éviter les doubles résidences fiscales dans certains cas, mais je serai résident. Si je ne suis pas résident fiscal américain, si, donc, en étant pas résident fiscal américain, j'ai passé moins de 183 jours au 31 décembre sur le sol américain. Dans ce cadre-là, je ferai une déclaration de non-résident et je serai redevable de payer mes impôts sur certaines catégories de revenus. Par exemple, les revenus locatifs, qu'on appelle les revenus fonciers. J'ai un bien immobilier à Miami, j'ai des revenus locatifs, je vais payer un impôt en tant que non-résident sur ces revenus locatifs. Je revends ce même bien immobilier américain, je vais être redevable de payer un impôt sur cette plus-value dégagée ici aux États-Unis. Je perçois des salaires américains pour une prestation de service que je rends sur le territoire américain, redevable de payer mes impôts également aux États-Unis en tant que non-résident. Idem pour les dividendes, sauf que dans le cas des dividendes, on sera placé dans le cadre de la convention fiscale à 15% d'impôt, mais bien connaître cette notion-là. À l'inverse, si je suis résident fiscal français, alors attention quand on est résident fiscal français, si certains d'entre vous à terme souhaitez revenir aux États-Unis, on ne regarde pas uniquement le critère de présence physique, hein. Aux États-Unis, on regarde le critère de présence physique comme élément déterminant, sauf si on a le passeport américain. Aux États-Unis, en France, même si on ne dépasse pas 183 jours, il suffit d'avoir la majorité de son patrimoine en France, il suffit d'avoir son foyer familial en France, et dans ce cadre-là, on pourrait être considéré comme étant résident fiscaux en France. Donc, faites attention également à cette notion-là. Certains se disent, je vais passer un petit peu moins de 6 mois en France, sauf que s'ils ont toute leur famille qui vit en France, s'ils ont tout le patrimoine qui est en France, en droit interne français, ils pourraient se retrouver comme étant résident fiscal français. Donc, attention à cette notion-là également. Donc, si je suis résident fiscal français, même principe qu'aux États-Unis, résident fiscal imposé sur ses revenus mondiaux, je dois déclarer mes revenus en France sur mes revenus mondiaux. On a des éléments fiscaux, des régimes fiscaux de faveur en France, notamment en cas d'un régime ce qu'on appelle d'impatriation, qui sont assez intéressants. On fera certainement des webinaires sur ce sujet-là, mais regardez si vous ne pouvez pas bénéficier dans certains cas, si vous revenez pour des raisons professionnelles vivre en France, il y a des régimes fiscaux qui vous permettent un certain nombre d'exonérations pendant les premières années où vous rentrez en France. Donc, bien évidemment, c'est important de connaître ce type de régime de faveur. Autre cas de figure également, si je suis non-résident fiscal français, c'est le même principe qu'on a vu tout à l'heure dans le cas des États-Unis. Je serai redevable de payer mes impôts sur un certain nombre de catégories de revenus. Par exemple, les revenus locatifs, hein. Il faut savoir que quand on a un bien immobilier en France, le bien étant situé sur le territoire français, même si je suis non-résident fiscal français, je suis redevable de déclarer et de payer mes impôts sur mes revenus locatifs. Sachez que les Oui, revenus... Oui, oui, Romain. pardon. Olivier, Adrien me faisait remarquer que tu pouvais appuyer sur le petit bouton en bas à droite pour permettre une meilleure expérience de tes slides. Ah, tu es en pré-interview. Bonjour à tous, tu es en pré-interview, Olivier, si tu pouvais te mettre en reading view. Alors, attends, 2 secondes. Je vais me remettre en reader view. Alors, désolé. Voilà. Non, Ah l'autre, non, l'autre, l'autre. c'est bon? Ah, Gauche. ok, ok. Non, non, Ok, voilà. le petit livre à gauche. Voilà, parfait. Ah, c'est Impeccable. tout. Ok, j'en mets un là. Ok. Ok. Donc, en fait, merci beaucoup. Donc, en fait, du coup, sachez également que vous aurez cet avantage, cette particularité-là. Je suis non-résident fiscal français, mes revenus locatifs vont être déclarés. Attention aux impôts. Les impôts, l'imposition en France est assez lourde dans le cas des revenus locatifs français, hein. On a un impôt minimum qui va être de 20%, plus CSG, CRDS, prélèvements sociaux, donc 17,2, donc 37,2%. Et au-delà d'à peu près 27 000 euros, un peu plus même maintenant, de revenus locatifs français, je passe à une tranche d'imposition de 30% plus 17,2%. Donc là aussi, faites attention à cela. Si demain vous louez un bien immobilier en France en tant que non-résident, le taux minimum d'imposition peut être important. On peut faire une option pour être taxé sur son taux moyen d'imposition en intégrant l'intégralité de ses revenus pour calculer son taux d'imposition en France. Mais la fiscalité peut être assez lourde, donc il faut bien connaître. Il y a certains régimes qui pourraient vous permettre d'avoir un taux plus favorable, comme le régime, par exemple, de la location meublée, hein, qui vous permettrait d'avoir une base d'imposition plus faible. Le taux ne se changerait pas,
grâce au régime d'amortissement. Mais faites attention dans le cas des revenus locatifs en France, ils peuvent faire l'objet d'une taxation assez importante, hein. De la même façon que les plus-values immobilières françaises, on en parlera rapidement tout à l'heure, hein. Si vous revendez un bien immobilier situé sur le territoire français, on sera assujetti à la fiscalité du régime des plus-values immobilières en France, c'est-à-dire 19% d'impôt sur le revenu, plus une surtaxe qui peut aller jusqu'à 6%, auquel on va y rajouter les prélèvements sociaux de 17,2. On aura un régime d'abattement, mais on en reparlera tout à l'heure également. En ce qui concerne tout ce qui est revenus financiers et plus-value immobilière, ce qu'on appelle des actions, quand on a un portefeuille d'actions de valeur mobilière situé sur le territoire français et qu'on est non-résident fiscaux français, dans le cadre de la convention fiscale, l'intégralité de ces revenus et plus-values seront taxables dans le lieu de résidence, en l'occurrence aux États-Unis, à l'exception des dividendes qui feront l'objet d'un prélèvement à la source libératoire en France de 12,8%, mais bien évidemment, l'intégralité de ces revenus seront taxables aux États-Unis dans le cadre de la convention fiscale dont on parlera tout à l'heure. On parlera également des retraites et des assurances-vie. Sachez enfin que l'impôt sur la fortune immobilière, en tant que non-résident, nous sommes redevables de payer l'impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on appelle l'IFI en France, sur le patrimoine immobilier situé sur le territoire français. Bien le comprendre également. Une notion que j'aimerais qu'on s'attache aujourd'hui, donc on n'en a pas parlé précédemment, c'est la notion d'expatriation tax aux États-Unis. Qu'est-ce qu'une expatriation aux États-Unis? C'est si demain vous souhaitez rentrer vivre en France et vous vous dites, voilà, j'ai un passeport ou j'ai une carte verte, je ne veux pas continuer parce que n'oubliez pas, on l'a évoqué dans le passé, si je suis citoyen américain ou dans certains cas titulaire d'une carte verte, même si j'habite en dehors des États-Unis, je vais devoir continuer à faire une déclaration de résident aux États-Unis et être redevable de payer mes impôts sur mes revenus mondiaux aux États-Unis. Certaines personnes, certains d'entre vous pourraient se dire, moi, j'ai pas envie de continuer à m'embêter à faire mes déclarations fiscales. Je ne compte pas revenir vivre aux États-Unis. Je quitte les États-Unis. Je vais vivre en France. Mais par contre, je veux rendre mon passeport américain pour plus m'embêter ou ma carte verte. Il y a une notion qui existe aux États-Unis qui est souvent méconnue, qui n'est pas très bien maîtrisée. C'est la notion, en fait, d'expatriation tax. Quand on parle d'expatriation tax, on va d'abord regarder la notion d'expatriate, hein, comme on va dire un expatrié. Un expatriate, en fait, c'est une personne qui va se retrouver dans l'un des deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est il rend sa carte verte et que sa carte verte, il a depuis plus de 8 ans. Pourquoi c'est important la notion de 8 années quand on a une carte verte aux États-Unis? Une personne qui a une carte verte aux États-Unis depuis plus de 8 ans est considérée comme un long-term resident. Ça veut dire qu'en fait, il est considéré au même titre qu'une personne qui est titulaire d'un passeport américain. Ça veut dire que si, au bout de 8 ans, cette personne rend sa carte verte, on va lui dire, vous êtes un expatrié en droit fiscal américain. Un citoyen américain, peu importe la durée, dès lors qu'il rend son passeport américain, il sera considéré comme un expatriate. Attention à la règle des 8 ans, toute année écoulée, toute année entamée. Souvent, on se fait un peu avoir, c'est qu'à partir de la 8e année, on commence à être considéré comme expatriate si on rend cette carte verte. Et si on a eu la carte verte, par exemple, au mois de novembre, ça compte pour une année pleine. Si on la rend au mois de janvier, ça compte pour une année pleine. Donc attention, quand on parle vraiment de notion de 8 ans, c'est plutôt 6 ans et quelqu'un. Donc faites bien attention à cette notion-là. Donc qu'est-ce que cela veut dire quand on est expatrié? Ça veut dire que je vais dire, je suis expatrié, je veux me rendre ma carte verte, que j'ai depuis plus de 8 ans, mon passeport. Maintenant, on va regarder, est-ce que je suis cover expatriate? Et un cover expatriate, c'est une personne, donc cette fameuse expatriate, qui remplit l'un des 3 critères suivants. On va vouloir savoir, le fisc américain va vous dire, OK, vous voulez rendre votre passeport américain, votre carte verte? OK, pas de problème. Mais il va falloir s'acquitter d'un impôt, d'une exit tax, qu'on appelle une expatriation tax. Et donc, cette fameuse expatriation tax, elle va se déclencher si on remplit l'un des 3 critères suivants. Au moment où on rend ce passeport ou cette carte verte, l'impôt moyen était supérieur à 206 000 $ par an. Attention, je parle d'un impôt et d'un impôt moyen. Sachez également que quand on est conjoint marié, on regarde l'impôt cumulé. On ne va pas séparer les revenus. Donc, quand on est conjoint et qu'on fait une déclaration commune et que l'un des deux conjoints n'a quasiment pas de revenus, à partir du moment où on dépasse ces 206 000 $ conjointement, on sera considéré comme étant expatriate. Ça peut arriver souvent que certaines personnes oublient cette notion-là. S'il ne remplit pas ce premier critère, parce que c'est quand même un critère qu'il faut atteindre, si on parle d'impôt, on va regarder le deuxième critère. Est-ce que mon patrimoine dépasse 2 millions de dollars au moment où je rends mon passeport ou ma carte verte? Et quand on parle d'actifs, on parle d'actifs total. On va regarder le patrimoine financier aux États-Unis et en France, le patrimoine immobilier aux États-Unis, en France ou ailleurs. On va regarder également les retraites que l'on a accumulées au moment où on rend son passeport ou sa carte verte. Et quand on est près de sa retraite et qu'on souhaite revenir en France et qu'on a accumulé, par exemple, un 401(k) toute sa vie,
finalement, on peut atteindre ces 2 millions de dollars. Alors, dans le cadre d'un couple, on peut multiplier par 2, donc ça fait 4 millions. Mais quand même, il faut quand même être assez prudent parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en dessous. Et en fait, quand on rajoute bout à bout tout en incluant les retraites, on peut se retrouver à être considéré comme un cover d'expatrié. Troisième cas de figure, c'est que sinon on n'est pas à jour de ses obligations fiscales, parce que vous pourriez me dire, j'ai pas un impôt moyen de 206 000 dollars, mon patrimoine est inférieur à 2 millions de dollars, ok, je suis tranquille. Sauf que le dernier critère, c'est avoir déposé des déclarations au cours des 5 dernières années et des déclarations correctes. Parce que vous allez me dire, j'ai déposé mes déclarations fiscales, donc je suis à jour. On va considérer que si vous avez déposé une déclaration qui est inexacte, vous n'êtes pas à jour des obligations fiscales. Déposer une déclaration inexacte, par exemple, c'est avoir une assurance vie en France que l'on n'a jamais déclarée aux États-Unis. Et c'est avoir une déclaration inexacte. Donc, dans ce cas de figure, même si j'ai juste une assurance vie, c'est mon seul patrimoine, qui est 200 000 euros, par exemple, on va être considéré qu'on va l'expatrier si on n'est pas à jour de ses obligations fiscales. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de faire l'opération de rendre son passeport, sa carte verte, il faut s'assurer que les déclarations fiscales ont correctement été établies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être la notion de cover d'expatriate, hein? La notion de cover d'expatriate, on va vous dire, vous pouvez rendre votre passeport, mais il faut vous acquitter d'un impôt. On va avoir 2 niveaux d'impôt. Premier niveau d'impôt, c'est taxé sur son patrimoine mondial. Toutes les plus-values latentes qui ont été accumulées. Dans ce cadre-là, les plus-values latentes qui ont été accumulées, on va faire comme si on vendait son patrimoine. J'ai du patrimoine immobilier, j'ai du patrimoine financier. À combien j'ai acheté ce patrimoine et à combien il est évalué au moment où je rends mon passeport et ma carte verte. Et ça va me générer des plus-values latentes. J'insiste bien, même si on ne les a pas vendues. Et donc, dans ce cadre-là, on va accumuler toutes les plus-values qui ont été dégagées et on va vous dire qu'il faut payer une exit tax comme si vous le revendiez. Donc, ça peut être un taux d'imposition ordinaire ou un taux d'imposition à long terme, hein, c'est entre 15 et 23,8. On vous donnera un abattement quand même de 890 000 dollars sur l'accumulation de ces plus-values. Mais si on est au-dessus, on vous demandera de payer un impôt sur la partie supérieure dans ce cadre-là. Idem pour les revenus différés, c'est le deuxième niveau de taxation. Attention dans ce cadre-là, dans le cas des revenus différés. C'est quoi un revenu différé? C'est par exemple des retraites. J'ai accumulé des retraites au moment où je rends mon passeport, ma carte verte. Pour le fisc américain, si on est cover d'expatrié, c'est comme si on liquidait ses retraites au moment où on rend son passeport ou sa carte verte. Donc, par exemple, dans le cas d'un IRA, si j'ai un IRA au moment où je rends mon passeport, ma carte verte, le fisc américain va dire c'est comme si je liquidais, même si légalement je suis en dessous de 59 ans et demi, on va vous demander de payer l'impôt une seule fois. Donc attention à cela également, parce que dans ce cadre-là, les conséquences fiscales peuvent être importantes. Là, on n'a pas d'abattement là-dessus, donc il va falloir être prudent. La seule possibilité qu'on a, c'est si on a un fort manqué que l'on a accumulé, on peut demander un différé dans le cas du paiement d'impôt, mais ce n'est pas le cas pour un ARA. Donc là aussi, faites attention. Troisième conséquence fiscale qu'on a tendance à méconnaître, on pourrait dire, c'est pas grave, je paye mon impôt, je ne veux plus en entendre parler, c'est si vous avez des enfants qui, eux, restent vivre sur le territoire américain, qui sont, eux, citoyens américains ou carte verte, et que vous avez rendu votre passeport, votre carte verte, la loi fiscale dit la chose suivante, un bénéficiaire, un résident fiscal américain qui perçoit une donation de succession d'un cover d'expatrié, donc cette fameuse personne qui a rendu son passeport américain à un moment donné ou sa carte verte et qui était dans les seuils que je viens d'évoquer. Dans ce cadre-là, toutes les donations, les successions que cette personne va percevoir devront faire l'objet d'une imposition à hauteur de 40% aux États-Unis. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on est titulaire, par exemple, d'une carte verte ou d'un passeport américain, on a un abattement jusqu'à 13 990 000 dollars sur tout ce qu'on se transmet à ses héritiers. Dans ce cadre-là, il n'y aura pas d'abattement. Donc attention là aussi, s'il y a des enfants qui restent, vous pouvez retrouver une situation où vous allez, entre guillemets, les punir, parce que sur tout ce qu'ils vont percevoir, il y aura une taxation qui sera demandée aux États-Unis sans abattement. On déduira éventuellement les impôts qui ont été payés dans d'autres pays, par exemple la France, il y a un impôt sur les donations de succession qui ont été payés, mais le différentiel d'impôt, il faudra payer aux États-Unis. Donc soyez bien prudents là-dessus. On a des conventions fiscales qui existent entre nos deux pays. J'en ai parlé la dernière fois. On a la convention de l'impôt sur le revenu, sur les successions et donations, sur la sécurité sociale et enfin l'accord sur la FATCA. On a évoqué la dernière fois, et je ne vais pas m'y attarder, l'avantage des conventions fiscales de non-double imposition qui nous permettent quoi? Qui nous permettent de pouvoir déduire éventuellement l'impôt qu'on a payé dans chacun des deux pays de l'autre pays. Je paye un impôt en France, je vais pouvoir le déduire de mon impôt américain. Attention, c'est uniquement de mon impôt américain qui correspond aux revenus étrangers, pas sur l'intégralité de mon impôt américain. Ça, c'est ce qu'on appelle la convention de non-double imposition, qui vont vraiment me permettre d'avoir cet avantage fiscal dans ce cadre-là. Du côté français, on va distinguer plutôt différentes catégories de revenus.
dans tout ce qui est hors locatif ou salaire, on va pouvoir avoir un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt américain qui a été payé. Dans le cas des revenus locatifs de source américaine ou de salaire, on aura un crédit d'impôt qui correspond à l'impôt théorique français, qui a un vrai avantage fiscal. Mais ça, je l'avais évoqué la dernière fois dans ce cadre-là, et je m'y attarderai pas. Sachez également qu'on a une très bonne convention fiscale dans le cadre des retraites. Hein. La convention fiscale entre la France et les États-Unis nous permet de nous dire qu'il y a une taxation exclusive dans le pays de cotisation. J'ai cotisé en France, je serai taxé en France et uniquement en France au moment de la retraite, peu importe mon statut à ce moment-là, que je sois résident fiscal ou non résident fiscal, je serai taxé en France. Aux États-Unis, je serai complètement exonéré d'imposition dans ce cadre-là, même si normalement en droit interne américain, je suis censé déclarer mes revenus mondiaux et payer un impôt. Et si j'ai payé un impôt dans un autre pays, je paye le différentiel aux États-Unis. Dans le cas des retraites, je n'ai rien à payer, même si je paye un impôt, par exemple, en France de 10% et que mon taux d'impôt est de 25% aux États-Unis. Grâce à la convention fiscale, je ne serai pas taxable sur le différentiel d'imposition. Attention, je l'ai évoqué dans le passé également, dans la conférence d'il y a 2 semaines. Attention aux assurances vie, aux plans d'épargne d'entreprise. Si vous avez des assurances vie et des plans d'épargne d'entreprise, même si ce sont des produits fiscalement favorables en France, aux États-Unis, il n'y a pas de fiscalité favorable. C'est comme si on était titulaire d'un portefeuille titre. Donc, tous les revenus dégagés dans le cas d'une assurance vie française ou dans le cas d'un plan d'épargne d'entreprise français, même s'ils sont investis, devront faire l'objet d'une taxation aux États-Unis sur les résidents fiscaux américains et devront faire l'objet d'une déclaration spécifique dans le cas de la compliance au niveau des FBAR et de la FATCA. Il faudra bien déclarer ces parties-là, parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure dans le cas de l'exit tax, ça aura un impact fiscal. Idem, on en a parlé la dernière fois. Si demain, vous souhaitez revendre un bien immobilier qui est situé sur le territoire français, même si nous sommes non résidents fiscaux français, hein, dans ce cadre-là, Brian et Catherine ne vivent pas en France, mais ils ont une maison. S'ils revendent leur bien locatif, ils feront l'objet d'une taxation et ils seront assujettis à une taxation en France d'abord sur la plus-value immobilière française dégagée. Par contre, on aura l'avantage d'avoir les mêmes abattements auxquels on a droit comme tous résidents fiscaux français, hein, les abattements pour la durée de détention. Également, si on revend sa première résidence secondaire, on aura droit à l'objet d'un abattement à hauteur de 150 000 euros, même si on habite aux États-Unis, mais on aura une taxation en France, n'oubliez pas cela, et il y aura un prélèvement à la source qui sera effectué par le notaire, puisque en tant que non-résident, le notaire, c'est lui qui sera garant de l'impôt, et il faudra également, attention, avoir un représentant fiscal dans ce cadre-là. Également, attention, résidents fiscaux américains, j'ai vendu une maison située sur le territoire français, j'ai dégagé une plus-value, j'ai payé un impôt en France, ok, mais comme j'habite aux États-Unis, parce que je redéclare cette plus-value, et non seulement je dois la redéclarer, mais surtout je dois les recalculer selon les règles fiscales américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je peux avoir une plus-value ou moins-value de change. On va regarder à combien j'ai acheté mon bien immobilier en France, quel était le taux de change quand j'ai acheté ce bien immobilier. Je vais le comparer au prix de vente converti au taux de change quand je l'ai vendu. Donc, on peut avoir une plus ou moins-value de change. En ce moment, c'est plutôt une moins-value de change, par exemple, hein, si on a acheté son bien immobilier dans le passé. Et donc, j'aurai une taxation aux États-Unis sur le delta. Donc, il faut bien être prudent là-dessus. Mais également, comment j'ai hérité de ce bien immobilier. Hein, sachez que quand on calcule une plus-value, quand on l'a hérité par donation en succession, le traitement fiscal n'est pas le même qu'en France. En France, on a une divergence en termes de fiscalité. Enfin, en France, on n'a pas de divergence, pardon, que l'on hérite par donation, c'est-à-dire au vivant de la personne qui l'a donné, ou par décès. La plus-value se calcule selon le différentiel d'augmentation de valeur depuis la donation jusqu'à la vente ou la succession. En droit américain, si on hérite par donation, malheureusement, quand on paye la plus-value, on calcule la plus-value totale depuis le prix d'acquisition auquel la personne l'a acheté, qui nous l'a donné. Dans le cas d'une succession, hein, du décès de la personne, c'est le même régime qu'en France, c'est-à-dire qu'on va être taxé uniquement sur l'augmentation de valeur. Donc, bien comprendre également les divergences de traitement également dans ce cadre-là, parce que souvent, on a tendance à le méconnaître dans ce cadre-là. Attention, un point d'attention particulier à la loi FATCA qui existe aux États-Unis. Sachez qu'il y a des accords entre les banques françaises et l'administration fiscale américaine qui obligent les banques françaises à envoyer de façon automatique, j'insiste bien, de façon automatique, un certain nombre de renseignements sur les comptes en banque que détiennent des résidents fiscaux américains en France. Donc, si demain, vous ne déclarez pas ces comptes en banque, le fisc américain va recevoir automatiquement l'information du fisc français. Hein, ce n'est pas sur demande, c'est automatiquement.
Donc, sachez également que dans ce cadre-là, n'oubliez pas dans le cadre de la FATCA, de déclarer vos comptes financiers. Hein, c'est un formulaire, c'est le formulaire 8938. Mais également, dans le cadre du FBAR, si la somme de vos comptes en banque dépasse, la somme de la balance maximale de vos comptes en banque dépasse 10 000 $, pensez également à déclarer ces comptes en banque aux États-Unis, parce que là, idem, le fisc américain, tôt ou tard, aura cette information-là de la banque française, parce qu'il y a une obligation, hein, les échanges, ils fonctionnent. Et si le fisc américain se rend compte que vous n'avez pas déclaré ce compte en banque, vous recevrez une notice de redressement qui peut faire mal, parce qu'on parle de jusqu'à potentiellement 100%, même s'il y a eu des décisions de cour de justice aux États-Unis qui ont placé à 50%, mais jusqu'à 100% du montant qu'on n'a pas déclaré. J'ai oublié une assurance vie de 100 000 euros, potentiellement, je peux avoir une pénalité de 100 000 $. Donc, attention à cela également, parce que ça peut avoir des conséquences fiscales importantes. Il faut bien connaître enfin tous les formulaires fiscaux qu'il faut déposer chaque année. Si je touche une donation de succession d'un non-résident fiscal américain et que cette donation dépasse 100 000 $, je dois déposer un formulaire, qui est le formulaire 3520. Si je ne le fais pas, pénalité potentielle de 25% du montant que je m'ai déclaré. S'il y a des sociétés familiales, SCI, SRL, qui sont contrôlées par la famille, c'est-à-dire que même si je ne détiens pas 50%, mais que ma famille détient plus de 50%, il va falloir que je déclare ces états financiers de ces sociétés américaines aux États-Unis également. Idem, hein, si demain je suis titulaire de ce qu'on appelle le SICAV, de fonds communs de placement, je vais devoir faire ce qu'on appelle un formulaire PIFIC dans lequel je vais déclarer également tous ces actifs financiers dans ce cadre-là. Pour conclure, pour faire la transition avec Adrien, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, il faut toujours essayer de profiter de l'optimisation qui peut s'offrir à vous pendant votre durée de résidence. Que vous soyez là pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, positionnez-vous dès le départ comme si vous étiez là de façon indéfinie. On a des avantages fiscaux qui existent, des produits tels que des 401k, des Defined Benefit Plans dont Adrien va parler tout à l'heure, des IRA qui vous permettent d'avoir des déductions fiscales quand vous êtes là, qui vous permettent d'avoir un abondement, c'est-à-dire que l'employeur va rajouter de l'argent et qui vous permettent de garder cet argent-là même en cas de retour en France. C'est votre argent que vous cotisez. Donc, vous allez avoir l'avantage fiscal de cotiser, de conserver ce patrimoine et de le faire grandir dans le futur, même si je rentre en France, même si on rentre en France. Idem, si vous souhaitez avoir des donations, faire des donations, n'hésitez pas à faire de la transmission quand vous êtes aux États-Unis. Chaque année, nous pouvons donner jusqu'à 19 000 $, peu importe le lien de parenté, à ses enfants ou pas à ses enfants. Donc, un couple, ça fait 38 000 $ sans avoir à faire des déclarations. Idem, si vous avez un petit peu de liquidité et que vous pensez qu'un jour, vous allez rentrer en France, pensez à donner à vos enfants de l'argent, parce que ça fera l'objet d'aucune fiscalité sur les donations aux États-Unis. Ce sera de l'acquis quand vous allez rentrer en France. Anticipez les études de vos enfants. Regardez les plans qui s'offrent à vous, comme les 529 également, qui peuvent vous permettre d'avoir un certain nombre d'avantages fiscaux dans ce cadre-là. Si vous souhaitez faire de l'investissement immobilier, notamment en France, pensez-le à faire avec vos enfants. Hein, donc, n'oubliez pas dans ce cadre-là. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez des bénéfices, regardez les outils fiscaux qui s'offrent à vous, qui vous permettent d'avoir des déductions fiscales, comme notamment les plans, les SEP, qui vous permettent de déduire jusqu'à 70 000 $, ou les Defined Benefit Plans ou autres. Profitez de ces avantages-là. Profitez des avantages fiscaux, des placements financiers comme des annuities qui vous permettent de différer l'imposition, de vous placer sur le marché boursier sans être taxé aujourd'hui. Idem pour les municipal bonds, qui sont des bons municipaux qui vous permettent d'éviter une fiscalité. Pensez au HSA. Pensez également au recours aux assurances vie, qui sont des réels avantages fiscaux aux États-Unis et qui vous permettent de cumuler notamment ce qu'on appelle des primes de décès, et en plus de cela, qui vous permettent d'accumuler ce qu'on appelle de la cash value et qui seront très bénéfiques pour vous si vous rentrez en vivre en France, en termes de fiscalité notamment, ou si vous restez aux États-Unis également. Ce sont vraiment des vrais outils fiscaux qui vous permettent aussi d'optimiser votre fiscalité future et actuelle. Donc, pensez bien toujours à anticiper ce genre de choses qui sera très, très, très important. Donc, pensez bien à cela. Et je vais transmettre la parole encore une fois à Adrien. N'oubliez pas qu'on sera là pour répondre à vos questions tout à l'heure. Et je te transfère les slides, Adrien. Et Adrien va justement insister et vous parler un petit peu des possibilités d'accès à ces différents types de placements qui vont vous permettre justement de pouvoir anticiper vos besoins et de regarder ce qui peut s'offrir à vous à l'heure actuelle. Adrien, Tout à si fait, merci. je t'en prie, Oui, je t'en prie. Avant de te vas-y, donner la vas-y, Romain. parole, juste merci beaucoup Olivier et je suis plus très loin d'essayer de passer mon diplôme de CPA aux États-Unis. Je sais qu'il y a encore du boulot, mais merci
Ce que je veux dire par là, de façon un peu drôle, c'est que effectivement, la meilleure façon d'en savoir plus sur tous ces sujets, c'est de te contacter. J'ai mis le lien pour tout le monde. Il suffit de cliquer dessus pour prendre un rendez-vous avec Olivier. Et juste, Olivier, avant de parler d'Adrien, pourrais-tu en une minute nous parler de ce récent changement, en tout cas euh, cette nouvelle entité au sein de USA France Financials, qui est le Family Office que vous avez créé? Oui, alors absolument. Donc, nous avons lancé avec USA France, hein, avec Adrien et mes associés, une structure qui est une multifamily office qui est là pour guider et accompagner toutes les familles françaises aux États-Unis qui ont certaines problématiques, notamment patrimoniales. Donc, nous sommes là pour vous aider dans toute l'optimisation et la transmission future que vous allez avoir, à la fois du côté financier, en vous aidant à gérer vos finances et votre patrimoine, mais également dans l'outil de transmission. Notre but, hein, c'est vraiment de faire le pont entre la fiscalité et la finance, la fiscalité et le patrimoine. On a trop souvent tendance à déconnecter les deux notions, gérer son patrimoine d'un côté et sa fiscalité de l'autre. Notre but dans le cadre de cette multi-family office, c'est de pouvoir vous guider en ayant ce qu'on appelle un one-stop shop, hein, être capable d'être là à toutes les étapes de votre vie, hein, que ce soit votre arrivée aux États-Unis, mais également votre retour, et en trouvant les bons outils de gestion financière et de transmission de patrimoine dans le futur. Et de placement financier. Et je pense Absolument. qu'on Et va tout ce parler qui de est placement ça financier. Absolument. avec Adrien. Merci Romain. Parfait, merci Romain, merci Olivier. Bonjour à tous. Alors effectivement, ensemble, nous aujourd'hui, on va parler d'outils, hein, que vous avez à votre disposition. Deux types d'outils. Dans la première partie, on va passer du temps sur comment optimiser, je dirais, vos revenus de salaire ou d'entrepreneur, hein. On va parler d'optimiser ses revenus W2, 1099, que ce soit pour les employés ou les employeurs. Puis dans la seconde partie, on se plongera, hein, dans la fiscalité au sein de ma stratégie patrimoniale. On verra que bien que ce soit important d'optimiser, bien sûr, la fiscalité sur mes revenus, ce que je touche, hein, ce que je mets dans ma poche chaque mois, c'est aussi très important, hein, de se pencher sur la fiscalité de sa stratégie patrimoniale, parce qu'on va également ici pouvoir, hein, faire une vraie différence en fonction des outils qu'on utilise. Alors, Olivier le disait tout à l'heure, les outils les plus connus pour optimiser je dirais, ses revenus de salaire ou ses revenus d'employeur, c'est les outils de retraite. Il existe 4 types aux États-Unis, hein. Les deux premiers, c'est bien sûr les plus connus, ce qu'on appelle les Defined Benefit Plan, ou alors anciennement les pensions, ça a été plus populaire dans le passé, mais aujourd'hui on a encore des compagnies, hein, comme Dassault Systèmes qui en proposent. Mhm. Et la deuxième partie, c'est les Defined Contribution, plus connus, hein, grâce à son, je dirais, produit ou son outil phare, qui est le 401k. Alors il faut savoir que ce ne sont pas les seuls outils, hein. Vous avez aussi des IRA, des comptes individuels de retraite, et on en parlera un peu plus tard, qui vont vraiment vous servir à la fois pour les personnes qui sont employées, hein, à transférer vos différents comptes retraite quand vous passez d'employeur en employeur pour venir optimiser, hein, à la fois les frais de gestion et les outils au sein de ces produits-là. Et pour les personnes qui ont leur propre business, hein, que ce soit, par exemple, une personne qui soit consultante ou autre, eh bien, mettre en place de leur côté des outils de retraite et pouvoir, hein, profiter de cette fiscalité clémente. Et on reviendra sur le sujet un peu plus tard dans la présentation. Le dernier outil, hein, c'est ce qu'on appelle les annuités. Les annuités, il existe deux types, que ce soit différées ou immédiates, également capital ou income. Ici, l'objectif, c'est plus de venir reproduire, surtout pour la partie income, la stratégie qu'on connaît en France, via par exemple la GIRC-ARCO, les retraites complémentaires, c'est-à-dire avoir, au moment où je passe à la retraite, un montant qui me garantit un revenu pour le restant de mes jours, afin de m'assurer, hein, ma base de revenus. Alors, maintenant qu'on a vu déjà les catégories d'outils, il y a deux types, à savoir le Roth et le traditionnel. C'est des questions qui reviennent assez souvent de notre côté, on a décidé de l'adresser aujourd'hui. Le Roth, c'est tout simplement un plan sur lequel je vais décider d'investir de l'argent sur lequel j'ai déjà payé de l'impôt à l'heure actuelle. Mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que je n'aurai plus jamais d'impôt à payer sur les investissements au sein de cet outil, que ce soit à la fois sur le capital, vous allez me dire c'est normal, et les intérêts également. Un outil qui peut être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je mets dedans, hein, tout ce que je vais ressortir, ce sera
avantageux pour moi fiscalement. Deuxième outil, c'est le plan traditionnel. Plan traditionnel, ici, j'ai un avantage fiscal au moment de la contribution. Pourquoi? Parce que tout ce que je vais contribuer au sein de ce plan-là sera en fin d'année retiré de mes revenus, ne fera pas partie de ma base taxable et donc ne sera pas imposable au titre de l'impôt du revenu cette année-là. Il sera uniquement imposable au moment où je décide d'utiliser les fonds lors de la retraite. Alors, une question qui me vient souvent ici, c'est de me dire quel plan choisir? Est-ce que je fais que du Roth? Est-ce que je fais que du traditionnel? C'est pas évident d'y répondre, donc du coup, on s'est basé sur deux exemples, deux situations complètement différentes pour exposer le point. Alors, on va prendre le premier cas, qui est le cas de Jeanne et Louis Dupont. Jeanne et Louis qui ont un revenu en tant que couple, qui habitent à New York, résident à New York, travaillent à New York, ont un revenu d'à peu près 950 000 $. Jeanne gagne 700 000 $, Louis 250 000 $. Leur taux d'imposition est de 42%. Aujourd'hui, Jeanne et Louis, ils ont des enfants, ils ont des crédits immobiliers, donc se servent de ce cash flow, mais lors de la retraite, comme ils n'auront plus d'études, que les biens immobiliers seront remboursés, ils anticipent qu'ils auront un besoin de 20 000 $ par mois, net après impôt, soit 240 000 $ par an. On a estimé que sur les revenus qu'ils généreront pour avoir ce montant-là, ils devront payer 20% d'impôt. Donc on voit ici une différence significante entre aujourd'hui, où ils paient 42% d'impôt, et le moment de la retraite, où nous ne paierons que 20%. Dans le cas de Jeanne et Louis, la méthode traditionnelle, dans un premier temps, est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, chacun, ils ont le droit de mettre 23 500 $ dans ce type de compte par an, ce qui fait 47 000 $ par an. Ils vont pouvoir sortir de leur W2, qui ne sera pas imposé cette année-là. Donc, première chose, il y a une réduction, entre guillemets, immédiate d'impôt, et c'est facile. J'ai moins de revenus, je paye moins d'impôt. On va calculer ici, qui représente à peu près 20 000 $ par an. Première chose, j'ai une réduction d'impôt immédiate. Et lors de la retraite, en fonction de notre conversation avec eux, eh bien, ils auront une imposition beaucoup plus favorable que l'imposition à l'heure actuelle. Si on fait la comparaison, 47 000 $ taxés à 20%, ça nous fait 9 400 $ d'impôt à payer. Comparé à aujourd'hui, 47 000 $ taxés à 41,5%, soit 19 500 $. On voit qu'il y a un gain énorme de à peu près 10 000 $, plus de 10 000 $ par an d'imposition. Donc pour eux, venir maximiser, puisqu'ils se trouvent dans des tranches d'imposition fortes, venir maximiser leur contribution au sein de ces comptes fait complètement sens. Et vous allez me dire, mais du coup, est-ce qu'ils doivent contribuer au Roth ou pas? Et pourquoi, si oui, ils contribueraient au Roth? Et bien, dans leur cas, Jeanne, particulièrement, a un problème. Un bon problème. Jeanne gagne 700 000 $ par an et son employeur lui propose un match de 5%. Un petit récapitulatif du match, comment ça fonctionne. Si le deal, c'est le suivant avec votre employeur, si je décide de mettre 5% dans mon compte retraite, mon employeur vient faire la même chose. Admettons que j'ai mis 23 500, mon employeur met 23 500. J'ai, entre guillemets, investi 23 500 et j'ai gagné à la fin de l'année 23 500. Parce que si je ne le fais pas, mon employeur ne le fait pas. Donc il y a un vrai intérêt à venir contribuer dans ce type de compte, au moins à la hauteur du match, pour ne pas laisser d'argent sur la table. La problématique de Jeanne aujourd'hui, c'est que 5% de 700 000 $, c'est 35 000 $. 35 000 $, c'est au-dessus des limites autorisées, des limites de contribution autorisées par l'IRS, qui sont cette année de 23 500. Donc Jeanne, entre guillemets, est pénalisée, puisque si elle met 23 500, elle ne bénéficiera pas du full match de son employeur, qui était censé être de 35 000 $. Quelle est sa solution à Jeanne? Eh bien, c'est en plus de ses contributions dans le plan traditionnel, c'est 23 500 qu'elle met dans son plan traditionnel, c'est de venir, grâce à son employeur, la plupart des employeurs le proposent, grâce à ce qu'on appelle le méga Roth proposé par son employeur, de venir faire des contributions extra de 11 500 $ au sein de ce plan. Alors oui, elle va payer de l'impôt là-dessus,
Mais la raison pour laquelle elle le fait, c'est qu'elle va également bénéficier du match de son employeur, qui sera de 11 500. L'avantage de Jeanne, c'est qu'en optimisant ses contributions, en utilisant à la fois le traditionnel et le Roth, elle va pouvoir profiter pleinement de l'avantage que lui propose son employeur. Et donc ne pas être, entre guillemets, pénalisé, ce qui est une bonne chose, grâce à ses hauts revenus. Donc dans ce cadre-là, effectivement, contribution au Roth fait sens. On n'est pas dans le cadre où on contribue pour ne plus payer d'impôts dans le futur, on est dans le cadre où on contribue, c'est une valeur ajoutée bien sûr, mais on est dans le cadre où on contribue pour profiter pleinement du match de l'employé. Deuxième cas où les contributions au Roth font complètement sens, c'est le cas de Paul. Paul, on en parlait tout à l'heure, il est en début de carrière, lui aussi il habite New York, il gagne aujourd'hui 90 000 $ par an, mais il estime que pour sa retraite, Paul est très ambitieux et il estime que pour sa retraite, eh bien, il voudra 150 000 $ par an. Donc, Paul se trouvera lors de sa retraite dans une tranche d'imposition qui est plus forte que sa tranche d'imposition actuelle. Donc pour Paul aujourd'hui, ça fait complètement sens de venir contribuer dans un Roth. Pourquoi? Parce qu'il utilise de l'argent sur lequel il a déjà payé de l'impôt, à un taux qu'il juge plus faible que son futur taux d'imposition lors de la retraite, et sachant que tout ce qu'il va mettre dans son Roth 401k à l'heure actuelle ne sera pas imposable lors de la retraite. Paul, il a deux choses devant lui. Enfin, il a deux choses qui font que ça vaut le coup pour lui de contribuer à un Roth. On en a parlé de la première chose, taux d'imposition actuel plus faible que le taux d'imposition de la retraite, mais également, il a énormément de temps devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est en début de carrière. Donc, ces fonds qu'il est en train d'investir dans son compte retraite, il va placer sur les marchés financiers, vont générer des intérêts, vont bénéficier de ce qu'on appelle compound interest, et le nest se sera construit au moment de la retraite, à la fois capital et intérêt qu'il aura accumulé sur ce long terme, seront utilisables de façon complètement tax-free. Donc un vrai intérêt, ici pour Paul, de venir contribuer au sein de ce plan-là. Donc quels sont les avantages du traditionnel? Eh bien très simple, parce que je suis dans une tranche d'imposition haute, eh bien, ça me permet de venir immédiatement réduire mon imposition et dans le futur, avoir une imposition plus clémente sur mes revenus. Donc pour les personnes qui sont dans de hautes tranches d'imposition ou dans des États qui sont fortement fiscalisés, ça vaut le coup d'utiliser ce type d'outil. Pour les personnes qui sont, à l'inverse, dans des tranches d'imposition plus faibles que leurs tranches d'imposition qu'ils se retrouvent dans la retraite, ça vaut le coup d'utiliser la partie Roth. Deuxième option de la partie Roth, on l'a vu ensemble dans le cas de Jeanne, c'est si mon employeur aujourd'hui me propose un plan 401k que j'ai des revenus, pouvoir profiter pleinement de mon match. Donc ça, c'était pour répondre à la question Roth ou traditionnel. On a vu l'avantage, et ici, généralement, personne me dit, c'est bien, Adrien, merci, mais là, vous avez présenté que des choses pour les employés. C'est-à-dire que j'ai un 401k, c'est bien, mais si je suis, par exemple, consultant, ou si j'ai ma propre entreprise, et que j'ai pas forcément un 401k, pas forcément velléité à ouvrir un 401k, quelles sont mes options? Alors les options, il y en a multiples, mais ici j'en ai utilisé les deux, j'ai identifié les deux les plus populaires. La première, c'est ce qu'on appelle les defined benefits. Alors ici, en fonction de vos revenus, de votre âge, des années qui vous restent jusqu'à la retraite, vous allez pouvoir contribuer dans des plans, par exemple le Cash Balance Plan, des montants plus ou moins conséquents. On voit qu'une personne de moins de 40 ans pourrait contribuer entre 100 et 150 000 $ dans ce plan-là. Pour les personnes de 60 ans et plus, c'est 350, 450 000 $. Des montants qui sont forts, des plafonds de contribution qui sont extrêmes. Est-ce que le but, c'est de mettre un minimum de 100 000 $? Non, bien sûr que non. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est que les limites de contribution sont beaucoup plus hautes. L'avantage de ce type de plan, c'est que si je suis consultant, que je me trouve, j'ai des belles années devant moi et des revenus assez forts, j'ai aussi l'option de venir déférer de la fiscalité. Le deuxième outil
qui est généralement plus connu, dont on parle plus souvent, c'est le SEP IRA. Alors, le SEP IRA, il est un peu plus limité en termes de contribution, puisqu'ici, ma limite maximale, c'est 25% de mon revenu, ou 69 000 $ en 2024. L'avantage du SEP IRA, encore une fois, hein, comme le cas précédent, c'est que je vais pouvoir déférer de l'imposition, investir mon argent, bien sûr, sur les marchés, mais je n'ai pas d'obligation annuelle de cotisation. Ici, pour des personnes, je reprends l'exemple des consultants, exemple concret à l'heure actuelle, une personne qui a des forts revenus, mais qui n'est pas garantie d'avoir ses revenus chaque année. Qui me dit, bah, Adrien, pourquoi pas mettre un cash balance plein, mais quelle est mon obligation annuelle de contribution? Moi, je suis particulier. Il me dit, bah, moi, je serais peut-être plus confortable avec un SEP IRA, dans lequel je peux décider chaque année, en fonction du revenu que j'ai généré, quelle va être ma contribution au sein de ce plan-là. Donc, deux outils qui ont vraiment chacun leurs avantages. Le cash balance plan qui va me permettre des très fortes contributions, donc beaucoup de déductions. Parce que dans des tranches très hautes de revenus, c'est un vrai, réel gros avantage. Et le SEP IRA qui va me permettre de déférer, mais qui n'aura pas d'obligation annuelle. Donc, deux outils qui, pour les personnes qui sont entrepreneurs, consultants, etc., sont extrêmement intéressants également. Alors ça, c'est pour les outils de retraite qui vont nous permettre d'optimiser notre fiscalité, je dirais d'optimiser la fiscalité sur nos revenus à l'heure actuelle. Maintenant, on va passer à la deuxième partie dont je parlais au début de présentation, qui est l'impact d'une bonne optimisation au sein de sa stratégie patrimoniale. Et on va regarder ensemble quel sera l'impact. Hop, je vais partager mon écran. Alors, hop là. Impeccable. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'une famille qui, entre l'âge de 40 et 65 ans, a accumulé 1 million de $. 1 million de $ en immobilier de rapport. Immobilier de rapport, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte, bien sûr, tout ce qui est résidence principale et secondaire. Ici, c'est simplement un immobilier qui vient rapporter des revenus sur les marchés financiers, pas sur les marchés justement, mais qui vient rapporter des revenus pour la retraite. Les marchés, c'est les placements en actions, obligations, 401k, business, etc. On a cette famille qui, entre l'âge de 40 et 65 ans, a accumulé 1 million de $. Lorsqu'elle part à la retraite, elle se dit, bah écoute, stratégie, je dirais classique, je vivre sur 5% de mes revenus. 5% d'1 million, le calcul est facile, ça nous fait 50 000 $. Elle paye 20% d'impôts, on en parlait tout à l'heure. Ici, on reprend le cas de Jeanne et de Louis. Et donc, ils ont un net dans la poche de 40 000 $. Ils vont payer ces 10 000 $ d'impôts pour le restant de leur jour. Alors déjà, 40 000 $ de revenus sur 1 million, ça peut paraître faible. Et 2, on se rend compte que finalement, si on regarde juste sur les 20 prochaines années, ça représente quand même 200 000 $ d'impôts, ce qui peut paraître fort. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure stratégie? Olivier en parlait tout à l'heure. Si aujourd'hui, au lieu d'être toujours avec la même net worth, on voit ici 1 million, mais en étant placé différemment, c'est-à-dire en ayant 200 000 $ en actifs défensifs au sein d'un outil qui est la Cash Value Life Insurance, dont Olivier parlait tout à l'heure, et 800 000 $ toujours sur des actifs placés de croissance, qui sont l'immobilier de rapport, actions, obligations, fonds, etc. On va voir qu'en ayant cette organisation patrimoniale, je vais pouvoir optimiser ma fiscalité de façon extrêmement importante. Alors cet outil, le Cash Value Life Insurance, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un outil sur lequel j'ai des rendements qui sont plus forts que l'inflation, parce que l'actif défensif, il est important, mais il faut faire attention de ne pas avoir des fonds en actifs défensifs qui me rapportent moins que l'inflation, parce que sinon, c'est contre-productif, je perds en pouvoir d'achat sur le long terme. Et l'impact est important. Ici, j'ai des rendements toujours plus forts de l'inflation, entre 3 et 6%, avec des garanties au sein du contrat qui font que j'aurai au moins 3% de rendement sur ce type d'actifs-là. Et j'ai des rendements qui sont défiscalisés. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir également utiliser capital et intérêt de façon tax-free. Enfin, la dernière caractéristique de cet outil, c'est que j'ai une assurance décès, qui est un multiple de l'épargne que j'ai investie. On le voit à l'âge de 65 ans, j'ai investi 200 000 $ d'épargne au sein de mon produit
cash value life insurance américaine, j'ai une assurance décès de 550 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décède, mes héritiers héritent de 550 000 $. L'avantage de cet outil-là, c'est que comme j'ai effectivement des garanties qui me permettent d'avoir des rendements plus forts que l'inflation, je suis assez confiant que ces 200 000 $, je le sais, se transformeront en 600 000 $ sur les 20 prochaines années, si je les laisse placer au sein de cet actif-là. Et 750 000 $ d'assurance décès. Et ça, qu'est-ce que ça va me changer à ma stratégie? Qu'est-ce que ça va me permettre? Eh bien, ça va me permettre de regarder la première partie de façon différente. Pourquoi? Parce que dans la stratégie numéro 1, je vivais simplement des intérêts de mon patrimoine, de ces fameux 5%. Pourquoi est-ce que je vis simplement des intérêts? Parce que c'est pas parce que j'ai choisi ça, c'est tout simplement une question de sécurité. C'est que je me dis que si je vis des intérêts et du capital, qu'il se passe quelque chose, qu'à l'âge de 85 ans, je n'ai plus d'argent, comment je fais pour vivre? Donc, de façon très sécuritaire, je vis simplement des intérêts de mon patrimoine placé, et puis j'ai toujours cette sécurité d'avoir mon fonds. Et bien l'avantage d'être placé différemment, avec ces 800 000 $ dans mes actifs de croissance et 200 000 $ dans mes actifs défensifs, eh bien c'est que, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir les regarder de façon complètement différente. Maintenant, je vais pouvoir me permettre de dépenser à la fois capital et intérêt. Et pourquoi est-ce que je peux me le permettre? Parce que contrairement à la stratégie numéro 1, où si jamais je dépensais tout, je n'avais plus rien, ici, je sais qu'entre 65 et 85 ans, je suis garanti d'avoir 600 000 $ sur cet actif-là. Ce qui veut dire que mes actifs de croissance ici, je peux les regarder de façon différente. Je peux me dire, je vais vivre à la fois du capital et des intérêts sur les 20 prochaines années, je vais les amortir. Alors, c'est de façon très extrême, c'est une optimisation. Mon conseil, c'est pas de vous dire dépensez tous vos actifs pour venir générer vos revenus, mais c'est bien sûr de vous dire que vous avez maintenant la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de venir vous générer plus de revenus grâce à cette stratégie que vous avez mise en place. Et surtout, selon le thème de la conférence, payer moins d'impôts. Vous allez dire, écoutez très bien, comment est-ce qu'on paye moins d'impôts? Eh bien, de façon très simple. On va faire les maths ici. Stratégie numéro 1, on l'a vu ensemble, je gère 50 000 $ de revenus, j'ai 40 000 $ net, je paye donc 10 000 $ d'impôts. Sur les 20 prochaines années, ça me fait 200 000 $ d'impôts que je paye. Stratégie numéro 2, comme je viens vivre à la fois du capital et des intérêts, on le voit ici, année 1, j'amortis mes 800 000 $ sur 20 ans, 800 000 divisé par 20, ça me fait 400 000, ça me fait 40 000, pardon. Et je vis aussi des intérêts que ce patrimoine me génère chaque année. 40 000 plus 32 000 d'intérêts, ça me fait 72 000 $ de revenus pour l'année 1. Vous allez me dire, Adrien, vous êtes gentil, mais l'année 2, j'ai moins de capital, donc j'ai moins d'intérêts, tout à fait. L'objectif, c'est de faire une moyenne sur ces 20 ans, et on voit que la moyenne, c'est 56 000 $ de revenus, soit 40% de plus que notre base. Mais quelque chose que j'ai dit qui était très important, c'est que moins j'ai de capital, moins j'ai d'intérêt. Mais moins j'ai d'intérêt, moins j'ai d'imposition. Et l'avantage de la stratégie numéro 2, c'est qu'en amortissant mon capital, en générant moins d'intérêt, eh bien, je paye moins d'impôts. Au lieu de 200 000 $ d'impôts, je ne paye que 80 000 $ d'impôts. Et j'ai donc ici réduit mon imposition de 60%. Donc on voit que dans cette stratégie-là, d'être positionné de façon stratégique, d'avoir d'un côté ces actifs défensifs et de l'autre côté ces actifs de croissance, je peux, si je le souhaite, lors de ma retraite, voir ma stratégie de façon complètement différente. Et encore une fois, si je le souhaite, me générer plus de revenus tout en payant moins d'impôts. Donc, très important ici, le but de cette présentation, simplement, bien sûr, de dire qu'il est très important d'optimiser les revenus à partir de vos W2, de votre 1099, en utilisant les outils dont on a parlé, mais n'oubliez pas de regarder la fiscalité au sein de votre stratégie patrimoniale,
parce que celle-ci aura également un impact très fort, et notamment sur vos revenus de retraite. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vais rendre la parole à Olivier et Romain. Merci beaucoup, Adrien, et surtout, merci beaucoup d'avoir fait l'effort d'être là malgré une voix que tu es Oui, en je suis train de désolé. perdre. Oui, tout Voilà. à fait. Et j'espère que c'était pas trop douloureux, en tout cas, de Non, s'adresser. C'était très clair. j'ai du mal Euh, avec les clims. Je suis désolé. et avant de répondre aux questions, j'avais une petite question pour toi, Adrien. Aujourd'hui, USA France Financial accompagne combien de familles Oui. Aujourd'hui, USA France Financial, on accompagne plus de 1500 familles aux États-Unis depuis bientôt 15 ans. Comme a dit Olivier, on est une vingtaine de personnes et on accompagne des familles à travers tous les États-Unis. Donc, que ce soit à Los Angeles, à San Francisco, euh, que ce soit sur la côte Est, hein, New York, Philadelphie, bien sûr, hein, le cadre historique, et, euh, et Miami en Floride. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter cette expérience holistique à nos clients. On va regarder, bien sûr, tout ce qui va être conseil en stratégie de placement, investissement, hein, mais aussi l'aspect fiscalité, soit au sein des revenus, Olivier en parlait tout à l'heure, au sein de la succession, optimisation des revenus de retraite, soit pour les personnes qui ont des carrières internationales, souhaitent savoir comment fonctionne, je dirais, la convention de la France et des États-Unis pour faire valoir leur trimestre, mais également des personnes qui font leur carrière aux États-Unis et souhaitent connaître l'impact de leur revenu de retraite lors de leur retraite, potentiellement en France ou ailleurs dans le monde. Voilà, Romain. J'ai remis les liens pour te contacter ainsi que contacter Merci. Olivier. Et moi, je me permettrai juste une recommandation que répète souvent Olivier, c'est ne pas attendre, en tout cas commencer le plus tôt possible quand on arrive aux États-Unis, ou quand on s'aperçoit qu'effectivement, ça devient un sujet important, qui est sa retraite, son patrimoine international, sa fiscalité sur au moins transatlantique. Plus on s'en occupe tôt, plus on est gagnant. C'est une évidence. Voilà. Tout à fait. Voilà, Olivier, je te laisse la parole pour traiter les questions et Adrien Oui, aussi, bien sûr. alors on va traiter. Alors je vais commencer par, je vais faire les questions techniques, hein. On a parlé, Adrien a évoqué les services, hein, qu'on pouvait offrir, donc ça je vais pas m'y attarder. Pareil, essentiellement, il y avait une question sur comment nous rémunérer, donc ça dépendra de votre situation bien évidemment personnelle. Euh, donc alors j'ai une question qui est ayant la double nationalité après plus de 20 ans aux États-Unis, si je reviens vivre en France suite à un divorce, mon brokerage account aux États-Unis sera-t-il imposable en France? Une pension mensuelle versée aux États-Unis sera-t-elle imposable en France? Alors, on est dans une question, effectivement, c'est une bonne question. C'est une question qui est un petit peu atypique puisque c'est une question unique. C'est une personne qui est citoyenne américaine qui va vivre en France. Donc, cette personne-là va devenir à la fois résidente fiscale américaine et française, hein. C'est le seul cas dans le cas des conventions fiscales où les conventions autorisent d'avoir deux résidences fiscales. Donc, dans le cadre de cette personne, donc cette personne va devoir déposer une déclaration de résidente aux États-Unis, une déclaration de résident en France. Ce qui va se passer, c'est que ce brokerage de compte sera donc taxable aux États-Unis, tout d'abord, hein. Il sera taxable aux États-Unis, que ce soit les dividendes, les plus-values et les intérêts. En revanche, en France, elle sera reportable, mais elle ne sera pas imposable parce que cette personne est citoyenne américaine. C'est un des rares là, dans la convention fiscale entre la France et les États-Unis, où étant résident fiscal français, dans la mesure où on est déjà résident fiscaux américain du fait du passeport américain, pardon, cette personne-là va déclarer ses revenus en France, hein. Donc, pourquoi déclarer les revenus en France? On va les déclarer car cela va nous permettre de calculer son taux d'imposition qui sera applicable sur les revenus imposables en France. En revanche, sur ces mêmes revenus du compte de brokerage, il n'y aura pas d'imposition, pas de fiscalité aux États-Unis, mais ça uniquement parce que cette personne est titulaire du passeport américain. Si cette personne venait vivre en France sans passeport américain, elle serait taxable en France normalement. Mais là, dans le cadre de la convention fiscale, grâce à cette convention-là et du fait que cette personne ait le passeport américain, il n'y aura pas de taxation sur ce brokerage au compte en France. En revanche, elle rentrera dans le calcul du taux d'imposition effectif en France sur les revenus qui resteront fiscalisés en France. C'est plutôt une La très bonne pension, nouvelle. ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mm. C'est une très, très bonne chose qui est souvent un vrai avantage fiscal qu'on a dans le cadre de cette convention fiscale. Et ce sera à peu près le même principe dans le cadre de la pension alimentaire qui sera versée. Cette pension, elle sera taxable aux États-Unis et en France, on aura le bénéfice du crédit d'impôt sur ce revenu-là également. Donc, on aura cet avantage fiscal-là dans le cas de cette personne-là. Donc, il y aura un avantage qui est réel, hein, qu'il n'y aura pas d'imposition. Par contre, en revanche, si cette personne conserve des revenus taxables en France,
par exemple à une retraite française ou à des revenus locatifs en France, ça peut avoir un impact sur le taux d'imposition qui sera applicable sur ces revenus qui seront taxables en France. Mais c'est tout, en fait, hein. Et aux questions que j'avais également, peut-on transférer l'argent entre les États-Unis et la France sans problème? Bien évidemment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de problématique. La problématique que vous aurez, bien évidemment, hein, c'est votre banque française, hein, qui vous demandera de justifier les fonds. Hein, dans le cadre de ce qu'on appelle le TRACFIN en France, il y a une obligation de justification des fonds, de tous les fonds qui rentrent en France. Donc, il faut être capable, d'autant plus si c'est une somme assez significative, il faut être capable de montrer à la banque en France, même si vous n'êtes pas résident fiscal français, il faudra prouver d'où vient ces fonds. Ça peut venir des revenus qui ont été accumulés aux États-Unis, ça peut venir de la vente d'un bien immobilier, ça peut venir de la vente d'une société. Il faudra juste être capable de justifier le transfert des fonds, mais il n'y a pas de limite à proprement parler. Il n'y a pas de fiscalité aussi également applicable, hein, dans ce cadre-là, dans le cadre du transfert des fonds en France, mais il y aura une obligation de justifier ces fonds. Donc la banque française, elle va vous demander un certain nombre d'informations en fait dans ce cadre-là. Peut-être un petit mot avant de passer à la prochaine question. N'hésitez pas pas du tout rémunéré par eux, mais n'hésitez pas de passer par des compagnies pour optimiser votre transfert de fonds. Aujourd'hui, nous on recommande TransferWise que vous connaissez, OFX également, hein, qu'on travaille plus particulièrement avec OFX, je dirais même, qui est une compagnie spécialisée, hein, dans l'accompagnement des personnes qui sont à l'étranger dans le transfert de fonds, qui vous permet de réduire énormément la commission qui est prise par la banque et également qui vous donne le taux du jour à l'instant où vous faites votre clic. Donc très intéressant et je vous conseille de passer par là personnellement. Ouais, c'est un très bon conseil, ouais, tu as raison, Adrien, et surtout ne jamais transférer, bien évidemment, dans une devise différente, hein, toujours transférer dollar à dollar ou d'euro à euro. Ne faites jamais l'erreur d'envoyer des dollars dans un compte que vous avez en euros, parce que là, vous allez perdre au minimum 10% avec les Ouais. commissions de change et autres. Donc, ne faites jamais cette erreur-là, parce que ça peut faire très mal, hein. T'as bien raison, Adrien, d'évoquer ce sujet-là. Alors, on a une question de Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut prévoir un accompagnement sur ces produits si jamais on revient passer sa retraite en France? Euh, Alors, pour les produits américains, bien sûr, on accompagne nos clients, hein, qu'ils soient aux États-Unis, en France ou ailleurs dans le monde. Chaque personne avec qui on travaille, on demande un minimum de une revue par an avec cette personne. Si la personne souhaite plus, euh, bah, c'est avec plaisir, euh, mais un minimum de une revue par an. Après, pour les personnes qui souhaitent investir dans des stratégies plus franco-françaises, n'hésitez pas à nous contacter. On travaille aussi avec des, des partenaires côté français. Comme on n'est pas du tout rémunéré par eux, mais qui font du bon travail pour nos clients, donc on n'hésite pas à recommander. Ouais, et bien penser que, bien évidemment, hein, ces produits de retraite que vous allez accumuler, hein, ils sont toujours, du fait de rentrer en France, hein, vous n'allez pas les perdre, bien évidemment. Que ce soit votre retraite d'ailleurs, Social Security, même la retraite publique américaine, hein, vous ne perdez pas vos droits à la demander au moment où vous prenez votre retraite. Et bien évidemment, tous les produits à caractère privé, hein, complémentaire, ce sont des actifs dont vous allez conserver, bien évidemment, le bénéfice quand vous allez vivre en France. Alors, il faudra quand même faire attention là aussi à déclarer ses actifs financiers, hein, parce que là, à l'inverse aussi, quand on est résident français, il faut déclarer ses actifs financiers. Si on a des assurances vie américaines ou des retraites américaines, il faudra les reporter dans un certain nombre de cas au fisc français avec des déclarations fiscales. Mais bien évidemment, vous conserverez tous ces produits. Il y aura toujours un accompagnement dans ce type de produit, comme l'avocat l'a dit. Je pense que c'était les questions, les questions. C'était les questions qu'il y avait, Romain, hein. Oui, tout à fait. Et, euh, et Jean-Christophe, bon, merci pour cette conférence. Donc, merci Merci, Jean-Christophe c'est gentil. pour votre merci. Merci beaucoup Olivier et Adrien. Alors j'ai remis les liens pour vous contacter si on souhaite prendre rendez-vous avec USA Olivier. Dans quel cas est-ce qu'il vaut mieux contacter Olivier? Dans quel cas il vaut mieux contacter Adrien? C'est indifférent quelque part. C'est, alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire les rendez-vous tous les deux. Voilà. D'accord. Donc c'est On essaye pareil. de le faire. Oui, Dès que ouais, possible, on c'est sera pareil. pas, ouais, Et on dès que fera possible, ensemble, ouais, s'il faut. Ouais. on essaye en fonction des calendriers de le faire tous les deux, parce que comme on était tous les deux, voilà, comme je le dis toujours, hein, à la fin des conférences,
Merci à French District pour avoir organisé cette conférence. Et puis également, merci aux participants qui nous ont écoutés et qui nous ont écoutés jusqu'au bout, les personnes qui reverront le replay. Et pour toutes les personnes qui ont vu cette conférence avec ce qu'on a présenté, ça peut parfois paraître très conceptuel. J'espère que ça n'a pas paru trop compliqué, euh, mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Et ce sera un plaisir de faire un bilan patrimonial, vous présenter nos recommandations avec vos propres chiffres. Vous verrez ce dont on a discuté aujourd'hui, de façon complètement personnalisée, et je dirais plus, qu'est-ce qui s'applique à vous, qu'est-ce qui ne s'applique pas à vous. Et dans le cadre de la conférence, on l'offre, ce bilan patrimonial. Donc, euh, C'est donc voilà, c'est beaucoup n'hésitez moins pas. compliqué lorsqu'on présente effectivement son cas. Voilà. Exactement. Évidemment, vous étiez Exactement. quelque part dans une forme de théorisation de la chose, mais voilà, dès lors qu'on rentre dans le cas pratique, c'est très simple. Enfin, c'est pas très simple, mais c'est pour ça que Tout vous à fait. accompagnez des personnes. C'est ça, C'est un peu. exactement. Voilà. Euh, hop, on a, je crois, un dernier message ou non? Pardon. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous Merci. suivre sur le Friend District ou vous abonner à notre newsletter. Ce sera la meilleure façon de recevoir la mention lorsque la semaine prochaine nous rediffuserons ce webinaire. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup Adrien pour votre temps. C'était encore passionnant une fois de plus. Et à très bientôt tout le monde et merci d'avoir écouté. Au revoir. Merci Merci à Robin, tous, à merci à bientôt. tous. Au Merci beaucoup, revoir. Romain. Merci, au Au revoir. revoir.